Alors là, on commence à arriver sur des choses qui n'existaient pas en 2D. Comme on a une image, hein, quelque part, on a un relevé de hauteur en fonction de x et y, on peut appliquer une fonction d'autocorrélation qui va vous donner en fait un pic central, et la forme de ce pic central, éventuellement son orientation, va renseigner sur la présence de périodicité sur votre surface et les orientations des textures. Alors, le pic central, là, quand on seuille à une hauteur qui est définie par défaut à 0,2, donc on peut là aussi changer en fonction des applications. Vous voyez, le lobe central, il a là ici une forme qui est très allongée. Ça va nous permettre de savoir que la surface est non isotrope, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les mêmes propriétés selon les directions. Et ça, c'est important parce que comme on travaille sur des surfaces microscopiques, il y a des choses qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil. Donc, bon, on les voit en général sur les mesures de surface, mais le fait d'avoir un nombre qui nous dit oui, cette surface est isotrope ou non, elle est pas isotrope, ça permet de savoir si on a raison d'utiliser du 3D ou si on peut se contenter du 2D. Ça peut avoir des implications économiques importantes. Si vous devez vérifier par exemple des millions de pièces sur une chaîne de production, si vous pouvez mettre un profilomètre à quelques milliers d'euros au lieu d'un gros système à 200 000 euros, ça change les choses. Donc on va faire ça à partir de l'autocorrélation. Le lobe central qu'on a seuillé, on sait détecter son rayon minimum et son rayon maximum. Et donc on peut déterminer deux paramètres qui sont utiles. Le premier, c'est le SAL, qui correspond à la valeur du Hermine. Ça vous donne en quelque sorte la taille de la petite cellule élémentaire qui est représentative de votre texture sur la surface. Ça peut être intéressant pour déterminer une taille de cutoff, par exemple. Et puis surtout, le deuxième, le STR, c'est ça qui va vous donner la directionnalité de la texture. Enfin, pardon, pas la directionnalité, l'isotropie de la texture. C'est-à-dire, quand le STR est proche de 1 ou 100%, votre texture est isotrope. Et dans le cas où c'est isotrope, c'est-à-dire que peu importe le profil que vous prenez dans toutes les directions, ou peu importe la position, vous pourrez calculer un paramètre à peu près identique. Et donc là, c'est fiable de calculer, d'évaluer votre état de surface avec un profil. Si en revanche, comme sur la surface précédente, on a vu, il y a des directionnalités particulières, et puis selon la direction du profil, on va tomber dans des vallées ou dans des creux ou dans des bosses, etc. Ça ne sera pas possible de trouver des profils représentatifs, et donc là, il sera nécessaire d'utiliser une surface. Donc quand on parle d'isotropie sur la surface, ça peut être caractérisé exactement par ce paramètre-là. Voilà, donc la directionnalité, cette fois-ci, vous allez calculer en fait un spectre radial sur votre surface, et en fonction de la direction, vous allez observer, ou pas, ça dépend des surfaces, des pics, enfin des maximums. Et donc ça vous permet de ressortir immédiatement les directions privilégiées de la texture. Donc si vous avez une surface qui était brossée dans une direction donnée, ou si comme ici sur une surface de cylindre de moteur on a des stries croisées à 45 degrés, on peut vérifier si les angles sont bien conformes à ce qui était prévu à la fabrication. Si vous avez une texture périodique avec des petits éléments mais qui sont répartis sur une grille qui est un petit peu inclinée, vous allez pouvoir vérifier les directions principales de cette périodicité. Donc là, on comprend bien que c'est le genre d'information qu'il est impossible d'obtenir avec un profil. Un paramètre intéressant aussi, c'est le SDR, c'est-à-dire qu'on va calculer
l'air de l'enveloppe de la surface quand on suit exactement toutes les facettes, toutes les collines, les vallées, etc. Donc on obtient une air curviligne, comme on pourrait appeler. Et quand on fait le ratio de cette air curviligne sur la surface du socle, on obtient un pourcentage qui vous donne une sorte de complexité de la surface. On imagine bien que si la surface est complètement plane et lisse, eh ben on va avoir une aire curviligne qui sera égale à la surface du socle. En revanche, si on commence à avoir des montagnes, des vallées, etc., on aura des valeurs supérieures. Donc finalement, ça ressemble un petit peu à l'aire relative qu'on avait calculée ce matin avec le Rescale. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent d'évaluation de la complexité de la surface. C'est souvent utilisé pour comparer deux surfaces qui sont issues du même procédé de fabrication. Donc c'est pas tant la valeur absolue de la valeur qui compte, c'est savoir si entre deux surfaces, on en a une qui est un peu plus complexe que l'autre ou plus simple. Voilà. Donc une surface complexe, on voit bien que la valeur sera supérieure à 1 ou à 100%, hein, si on l'exprime en pourcent. Et dans la théorie fractale, quand on a une surface fractale extrêmement complexe, eh ben, on approche de 3, c'est-à-dire que la surface elle est tellement complexe qu'elle remplit l'espace comme un volume. Bon, dans la réalité, on est plutôt à des valeurs plus proches, quoi. Plus proches de 1. Alors maintenant, on va voir un nouveau pan d'analyse qui est vraiment intéressant, qui est basé sur la segmentation de la surface et qui permet de calculer des paramètres de motifs, hein, qui sont en anglais les feature parameters, qui vont permettre soit d'aller analyser spécifiquement une cellule de la texture ou un motif particulier, par exemple un motif géométrique, un trou, un cratère, etc. Ou alors de caractériser statistiquement l'ensemble des éléments de texture de la surface. Voilà, donc comment ça fonctionne? C'est basé sur une méthode qui s'appelle la méthode de partage des eaux. Donc vous imaginez que vous inondez votre surface en partant des points les plus bas, hein, comme si vous aviez un trou d'aiguille. Vous savez, les plans en relief qu'on voit en plastique, vous imaginez que vous faites un trou à chaque vallée profonde, et puis vous plongez ça dans un liquide. Petit à petit, le liquide il va remplir les vallées. Puis à un moment donné, il y a deux vallées contiguës qui vont se joindre. C'est-à-dire que quand le niveau monte à un certain niveau, ça se rejoint pour former un seul lac. Bon, bah là, c'est un peu pareil. Vous avez une montée des eaux, et à chaque fois que deux lacs minuscules se rencontrent, on forme un mur. Hein, donc là, en 2D, on représente ça comme des points, mais il faut imaginer, en 3D, bah, c'est des murs qui font le tour d'un lac. Et ça, c'est un procédé très, très puissant. Donc par exemple, voilà, vous avez une surface qui est automatiquement segmentée en éléments géométriques qui la composent. Et donc il y a tout un vocabulaire qui a été créé autour de ça. C'est des méthodes qui sont issues de l'analyse géographique, hein, le GIS, qui permet de caractériser des paysages, etc., des bassins versants. Et donc transposé à l'échelle microscopique, ça apporte un certain nombre d'éléments intéressants. Donc on sait définir une vallée, hein, qui est entourée d'une ligne de crête. On a le point le plus bas de la vallée, qu'on va appeler la fosse, en anglais pit. Et puis à l'inverse, on a la colline, avec le point le plus haut qui est le pic. Et puis c'est entouré d'une ligne de cours. Et ça va permettre de caractériser, de mettre des nombres là-dessus. Et puis quand on superpose les vallées et les collines,
on a aussi des cols, qui sont l'intersection de lignes de crête et de lignes de cours. Voilà, donc c'est un vocabulaire un petit peu particulier, mais ça va permettre de faire des choses intéressantes. Alors le gros problème de la segmentation, c'est la sursegmentation. Donc vous imaginez bien que tous les micro-lacs dus à la texture, à la rugosité, vont être détectés. Donc on va avoir tout un tas de détections, de fausses détections quelque part. Alors fausse au sens de l'analyse fonctionnelle qu'on cherche à faire. Donc tout dépend justement de ce qu'on veut faire. Et heureusement, il y a une méthode qui s'appelle le Wolf Pruning, qui est basée sur la théorie des graphes. C'est-à-dire qu'on va construire un graphe qui va relier, d'un point de vue topologique, tous ces points particuliers, donc les fosses, les pics, les points de colle, les lignes de crête, les lignes de cours, etc. Donc on va avoir un graphe qui va décrire la relation de tous ces points particuliers sur les surfaces. Donc c'est symbolisé par ce graphique. Donc forcément au début il est très complexe ce graphe, et puis on va appliquer des seuils de discrimination à certains endroits. C'est-à-dire que quand on a un petit pic qui est en fait une toute petite bosse qui est au fond d'une vallée, eh ben, on va considérer la hauteur du pic par rapport à son entourage. Et s'il est en dessous d'un certain seuil, on va dire bon, bah, c'est un pic qui n'est pas significatif, et on va fusionner, on va mélanger en fait le petit motif dans un plus grand jusqu'à un certain seuil. Et donc ça va permettre de simplifier le graphe. Donc voilà, par exemple, hein, vous avez la différence entre un pic et un col qui est inférieur à un seuil qu'on a fixé. On les identifie, on les coupe, ça simplifie le graphe, et on simplifie du coup la topologie. Et ça revient à faire un élagage de l'arbre qu'on a construit. C'est pour ça que ça s'appelle le Wolf Pruning. Pruning, ça veut dire élaguer en anglais. Et Wolf, ça provient d'un mathématicien autrichien qui s'appelle Gerd Wolf, qui a travaillé sur la théorie des graphes appliquée à la géographie. Et donc, à partir d'une surface sursegmentée, en fonction du critère qu'on aura choisi, donc le 3% qui est en dessous, on a choisi par défaut d'utiliser un pourcentage du SZ, c'est-à-dire de l'amplitude totale. Il y a d'autres critères qui existent en fonction des applications, mais ça fonctionne pas trop mal. Le SZ, donc plus on augmente le seuil, plus on va simplifier, c'est-à-dire on fusionne petit à petit les petits bassins dans des grands. Et c'est là qu'intervient l'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez à faire, quelle est l'intention, quelle est l'application. Donc il y a certaines applications qui vont nécessiter des seuils plus ou moins grands. Mais visuellement, on se rend compte si la segmentation elle a bien détecté les cellules de la texture qui sont représentatifs de notre application. Et puis là-dessus, on va pouvoir mettre des nombres. Donc on peut quantifier, une fois qu'on a nos motifs, bah, ce motif-là, il a une aire horizontale, il a un volume, si on compte le volume de vide qui est contenu dans le bassin, etc. On peut compter un nombre de pics significatifs. Et puis surtout, alors ça c'est pas dans la norme par contre, mais c'est dans Mondance. Et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. C'est on va pouvoir caractériser la morphologie de ces cellules. Est-ce que notre texture elle est composée de cellules qui sont plutôt rondes, plutôt allongées, plutôt orientées de telle façon? Voilà. Donc on dispose de tout un tas de paramètres morphologiques qui vont permettre de quantifier ça. Donc soit d'un point de vue statistique, vous avez des moyennes, soit vous pouvez exporter ces valeurs-là dans un tableur Excel, et puis vous pouvez même carrément obtenir la valeur individuelle de chacune de ces cellules. Alors il y a un paramètre qui est intéressant, c'est ce qui permet de caractériser la courbure des pics. Alors, ces pics-là, sur lesquels on va calculer la courbure, ce sont des pics dits significatifs parce qu'ils ont été
triés par la segmentation et le wolf pruning. C'est-à-dire qu'on ne calcule la courbure que sur des pics qui ont un rôle dans la fonction de la pièce qu'on étudie, et pas le petit pic qui est dans un fond de vallée. Donc là, ça permet de garantir la pertinence de ce qu'on va calculer. Et quand on a un pic qui est étroit et pointu, on sait bien que d'un point de vue tribologique, il va pas résister de la même façon, il va pas se déformer de la même façon qu'une grande bosse bien large où il y a beaucoup de matière. Donc ça a une implication en tribologie, hein, on parle de déformation plastique ou déformation élastique. Ça a un lien avec l'usure. Un pic étroit va être usé très facilement, alors qu'un pic large va avoir une belle assise pour le contact. Et pour les applications de contact électrique, c'est aussi important. Donc ces paramètres-là, le paramètre de courbure des pics, peut être intéressant dans certaines applications qui mettent en jeu des surfaces en contact. Alors j'ai pas précisé, c'est le paramètre SPC, c'est le Peak Curvature. Voilà, alors quelques applications rapidement. Bon, ça, un cuir de tableau de bord qui imite un peu la peau. Un polymère qui est constitué de tout un tas de petites cellules. On voit que la segmentation est capable de les isoler chacune. Les petites croix que vous voyez au centre des cellules, c'est le point le plus bas. Donc ça permet d'isoler aussi les extrémas. Alors, une application aussi intéressante, c'est que quand au lieu de chercher simplement la hauteur, si on fait un préfiltrage et qu'on isole les pentes, on peut faire de la détection de forme. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un MEMS, une forme mécanique, on va dire, et la segmentation va permettre de vectoriser finalement les bords de toutes les éléments de la texture. Oui, enfin c'est pas une texture, c'est des structures, le mot que je cherchais. Et ensuite, manuellement ou automatiquement, on va pouvoir isoler l'un de ces éléments-là pour le caractériser. Par exemple, on va pouvoir dire je veux calculer la rugosité du fond, mais en enlevant toutes les structures que j'avais dessus. Ou au contraire, je veux travailler sur la coplanéité de ces structures-là, mais sans prendre en compte le fond. Voilà. Et donc la segmentation permet de faire ce genre d'application-là. Vous avez un opérateur dans Mountains qui s'appelle le redressement partition, qui permet d'isoler spécifiquement ces éléments. Voilà, c'est un panorama assez rapide. Vous voyez, il y a beaucoup de paramètres, il y en a encore d'autres qui existent, mais ça, c'est des paramètres qui sont au moins, pour la plupart, décrits dans la norme ISO 25178-2. Et puis, pour plus de détails, je vous renvoie à nouveau sur le guide de métrologie. Il y a un peu plus de fond qui est décrit sur les paramètres 3D. Et des références bibliographiques aussi qui peuvent vous aider. Et puis pour ceux qui n'ont pas de problème avec l'anglais, ce bouquin-là, qui est un petit peu une synthèse de tous les outils dont on dispose aujourd'hui sur l'analyse des surfaces. Donc en particulier, il y a la description des paramètres de la norme 25178 séparés en paramètres de champ et en paramètres de motifs, donc les field parameters et les feature parameters. Il y a des chapitres qui parlent du filtrage, de la suppression de forme, des applications. Il y a un chapitre écrit par Chris là, sur les méthodes fractales, etc. Et ça, ça réactualise en quelque sorte ce qui existait avant dans le fameux bouquin vert de Surfstand, qui pour certains aspects reste d'actualité, mais qui commence à prendre de l'âge et